La campagne agricole s'est progressivement installée au Burkina Faso. Dans la région du plateau central, les producteurs sont au stade des derniers semis et des premiers sarclages. Dans ce journal, la physionomie de quelques champs dans la province du Ganzourgou. Et puis le mois du Ramadan tire à sa fin, un mois au cours duquel les fidèles musulmans se sont soumis entre autres à la privation sur le plan alimentaire. Comment cela se passe dans les couples mixtes? La réponse dans le dossier de cette édition. Voilà qui fait la une de votre journal sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous. On commence donc par les nouvelles de la campagne agricole dans la province du Ganzourgou. Le constat est que cette campagne s'installe lentement mais sûrement. Certains producteurs attendent encore la pluviométrie. Malgré cela, les producteurs restent tout de même rassurés quant au bon dénouement de cette campagne. On fait le constat avec Adama Guiti et Omar Zambri. Cela fait près d'une semaine qu'une bonne pluie n'est pas tombée à Moctedo dans la province du Ganzourgou. Las d'attendre, Suleiman Tiemtoré et sa femme décident de venir s'aimer à sec tout en espérant que le ciel va arrêter de faire des siennes et se montrer généreux. Il ne pleut pas du tout. Vous voyez, j'ai déblayé mon champ depuis là en attente de pluie pour s'aimer. Mais comme elle tarde à venir, je suis obligé de venir s'aimer parce que je n'ai rien d'autre à faire. L'année passée, j'ai semé le 3 juillet et je n'ai rien récolté. Cette année encore, je sème à la même date et cela m'inquiète énormément. L'inquiétude est réelle et elle est bien perceptible sur le visage de Suleiman Tiemtoré. Mais son village n'est pas la seule victime des caprices de Dame Nature. Nous avons constaté qu'une partie de Moctedo, et en repartant encore vers le sud, vers Mankarga et autres, il ne pleut pas. Par rapport à la zone Mankarga-Moctedo, peut-être qu'ils sont à 35% de semis. Alors que d'une manière générale, vraiment dans la province, je peux dire que nous sommes à plus de 85% de semis. Une quarantaine de kilomètres plus loin, cette fois à Namassa, près de Tuiré, la famille Rwamba procède au tout premier sarclage de son champ collectif. La campagne a bien débuté. J'ai semé le 1er juin et tout a poussé. On n'a pas encore fini de semer, mais déjà je suis content. La campagne agricole de cette année ne ressemble pas à celle de l'année passée. Cette année, elle semble avoir pris un coup d'avance. L'année dernière, certains ont commencé à semer pratiquement en fin juin, début juillet. Alors que cette année, ils ont pratiquement fini de semer et ils sont présentement au sarclage. À Sapaga, le champ de Moussa Ouedraogo ne passe pas inaperçu. Pour lui, plus besoin de semer ni de sarcler. Il a déjà fini tous ses travaux champêtres et quelques pieds de maïs portent même des épis. J'ai commencé à cultiver dès l'entame des premières pluies. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait veiller jour et nuit sur le champ à cause des animaux. Certains même pensent que j'ai arrosé mon champ, mais ce n'est pas le cas. C'est l'eau de pluie et moi, je n'ai fait qu'apporter un peu de fumier et d'engrais. De la pluie, c'est tout ce dont Moussa Ouedraogo a besoin pour une bonne récolte. Mais en attendant, il vaque paisiblement à d'autres occupations, car du temps, il en a à revendre et en quantité. C'est connu, l'utilisation des pesticides peut également contribuer à de bons rendements agricoles. Encore faut-il que ces pesticides soient utilisés dans les règles de l'art. Des mesures à prendre pour une contribution efficace des pesticides dans l'amélioration de la production agricole au Burkina Faso. Le sujet est débattu à la 19e session de la Commission nationale de contrôle des pesticides. Et cette session se tient depuis hier à Koudougou dans le centre-ouest. Paul David Bambara et Yolande Lompou. Communément appelés pesticides, ces substances chimiques sont utilisées en agriculture pour lutter contre les ennemis des cultures. Et il n'y a pas que dans ce secteur qu'on les emploie. En culture maraîchère et en conservation des denrées alimentaires, leur mauvais usage n'est également pas sans conséquence sur l'environnement et sur la santé humaine et animale. Au Burkina Faso, plusieurs cas d'intoxication ont déjà été signalés du fait de la non-maîtrise des bonnes pratiques phytosanitaires et de l'analphabétisme de la majorité des utilisateurs. La gestion des pesticides est un élément essentiel dans notre vision d'une agriculture durable.
Et cette session va examiner un certain nombre de dossiers. Il y a la loi sur les pesticides, qui est d'ailleurs une loi qui a été élaborée depuis fort longtemps et qui a même été révisée. Et cette loi permet vraiment de gérer les pesticides au niveau de notre pays. Et à cette 19e session de la Commission nationale de contrôle des pesticides dans la cité du Cavalier Rouge, les membres des centres régionaux de toxicovigilance des pesticides ont été installés. Ils auront pour mission de prévenir la pollution et de lutter contre la fraude des pesticides. Et pour disposer de pesticides, mais aussi de semences de qualité, le monde paysan peut compter sur le Centre de recherche agricole, environnementale et de formation de l'INERA. Situé à Cambouensin, ce centre a reçu hier la visite du ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation. En effectuant cette visite, le ministre a voulu s'enquérir du fonctionnement de ce centre et des activités qui y sont menées. Le point de cette visite avec Ibrahima Sombier et Aimé Solange à Guigma. En visite dans les locaux du Centre de recherche environnementale, agricole et de formation de l'INERA, le ministre chargé de la recherche scientifique et de l'innovation entend s'imprégner des activités qui s'y font. Des activités qui vont de la création des spéculations à des productions saines et nutritives en passant par leur protection et leur conservation. Tout tourne autour de la plante. Dans les différents laboratoires, il y a le laboratoire de génétique qui est chargé de créer les variétés. Les autres laboratoires vont concourir soit à améliorer la fertilité du sol. Quand on a créé la variété, il faut la cultiver. Et c'est là le laboratoire de sol aux plantes que vous avez visité. Dénommé CREAF en 1996, ce centre 6 à Cambouensin est la plus grande des stations de recherche de l'INERA. Il mène ses activités de formation et d'amélioration, de nutrition animale et de production agricole avec quelques plombs dans l'aile. On a des problèmes avec le foncier, les titres fonciers, parce que nos stations ne sont pas clôturées. Donc il y a la convoitise avec les voisins. Il y a également des problèmes d'infrastructure. Il n'y a pas beaucoup de bureaux. Les équipements de laboratoire souvent sont vétustes. Après un tour dans les différents laboratoires, le ministre livre ses sentiments. Je sais qu'ils font beaucoup à partir de ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Le gouvernement est prêt à faire des efforts pour les mettre dans des conditions pour obtenir encore plus de résultats. En rappel, cette station a fourni au monde rural en 2015 plus de 68 tonnes de céréales, toutes spéculations confondues. Un entretien avec le personnel du centre a mis fin à cette visite. Autre point de l'actualité, c'est bientôt la fin du mois du Ramadan pour les fidèles musulmans. Une période caractérisée entre autres par une privation sur le plan alimentaire. On sait que généralement ce sont les femmes qui sont commises à la tâche pour la cuisine du carême. Mais qu'en est-il des familles où le mari et la femme ne sont pas de la même confession religieuse? La réponse à cette question dans ce dossier réalisé à Gawa par Basile Bassolé et Christophe Da. La rupture du carême est une tradition dans cette famille depuis le début du mois de Ramadan. Comme chez les musulmans, la femme est à la cuisine le matin pour le jeûne et le soir pour la rupture. Mais le couple Koulibaly a quelque chose que tous n'ont pas, car si monsieur est musulman, madame ne l'est pas. Depuis qu'on est marié, à chaque fois que je jeûne, c'est elle qui fait la nourriture pour que je puisse jeûner. Et aussi le soir, elle prépare pour que je puisse rompre. Bon, c'est notre quotidien. Lui, il est musulman. Bon, moi, je suis catholique. Catholique ou musulman, là n'est pas la question pour ce couple qui ne jure que par le respect de la religion de l'autre. Bon, c'est une question de compréhension mutuelle. Si on arrive à comprendre l'autre, bon, je crois qu'il n'y a pas de problème. Peut-être que pour la religion musulmane, il est toujours mieux d'avoir une femme musulmane. Voilà. Ou même si on se marie avec une femme qui n'est pas musulmane, il faut qu'elle se convertissent à la religion musulmane. Voilà. Mais là, ça, c'est une question de perception. C'est une question, n'est-ce pas? Le fait de faire convertir l'autre, vous ne pouvez pas garantir que la personne va aussi continuer à pratiquer la religion musulmane comme elle pratiquait sa religion. Je l'ai connu musulman, je l'ai accepté musulman. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais lui demander de changer sa religion pour moi. Malgré la disparité de religion des deux époux, le couple marié civilement et religieusement depuis 11 ans vit dans l'harmonie, même si cette relation a eu du mal à être acceptée entre-temps.
Au début, ce n'était pas facile, surtout avec la maman qui percevait d'un mauvais œil que madame soit catholique. Voilà. Mais au fil du temps, elle-même, elle a compris. Voilà, et elle continue même à nous accompagner dans ce sens-là. Aujourd'hui, le couple Koulibaly a 3 enfants et chaque enfant dispose de la liberté de suivre la religion de son choix. C'est intéressant quand même que les enfants reçoivent une éducation religieuse. Voilà. Et si les enfants vont avec moi à l'église, leur papa ne trouve pas d'inconvénient, je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Maman et papa Koulibaly disent être conscients de la réaction que leur différence de religion peut susciter dans certains milieux, mais ils restent convaincus d'avoir emprunté le bon chemin. Voilà, et le mois du Ramadan s'achève bien pour une 60aine de jeunes de la région du Sahel. Ils ont reçu hier des kits d'installation et des fonds de roulement pour exercer des métiers pour lesquels ils ont été formés. La remise de ces kits marque le top de départ de la mesure spécifique du gouvernement relative à l'installation des jeunes formés au métier. Une mesure qui devra faciliter l'insertion socio-professionnelle de plus de 1000 jeunes d'ici à la fin de l'année. Yamba Nakulma et Bernard Diasso. 5 métiers, à savoir la coupe-couture, la construction métallique, la menuiserie bois et la mécanique auto, ont fait l'objet de la remise symbolique des kits complets et en plus des sommes allant de 200 000 à 300 000 francs CFA comme fonds de roulement pour l'installation de ces jeunes formés à ces métiers. Le gouvernement estime qu'une fois dotés d'équipements et de fonds de roulement, ces derniers peuvent s'installer à leur compte et donc à s'auto-employer. La vision du gouvernement est claire, faire de l'auto-emploi, aussi bien en milieu urbain que rural, une alternative de réduction du taux de chômage dans notre pays. Et dans la région du Sahel, ils sont au total 60 jeunes issus de 14 métiers à bénéficier de ce soutien. Face à cet appui du gouvernement, les bénéficiaires apprécient et promettent en faire un bon usage. Oui, ça c'est obligatoirement. Quand tu reçois une matériel de travail, la manière que tu es content, vraiment, toi aussi tu dois bien travailler pour que si les contrôleurs qui vont venir pour venir te rendre visite, au moins pour qu'ils puissent trouver vraiment un tel à travailler. J'ai vraiment l'espérance de travailler, mais je n'avais pas le matériel. Pour moi, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je suis vraiment très contente. Ça va me permettre de travailler pour moi-même. Je vais m'installer à Seba. Sur l'ensemble du territoire national, pour 2016, ce sont au total 1179 bénéficiaires qui recevront du gouvernement des kits complets d'installation ainsi qu'un fonds de roulement, toutes choses qui devraient leur permettre de s'installer à leur propre compte et de s'auto-employer. Le syndicat national des commerçants du Burkina demande des informations relayées à son sujet par certains organes de presse. Ces derniers temps, des informations ont circulé faisant cas de la volonté de Sina Kombe de voir le PDG de l'entreprise Ebomaf porté à la tête de la Chambre du commerce du Burkina. Une volonté qui serait née à la suite d'un appui de 100 millions de francs CFA que cet opérateur économique a fait au Sina Kombe. Les responsables de ce syndicat ont animé une conférence de presse hier pour apporter un démenti. Moussa Ouedraogo, Ibrahim Sanou et Omar Sombri. Le syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe, s'insurge contre ce qu'il qualifie d'allégation à son encontre. Il s'agit là de l'affaire des 100 millions de francs CFA que le PDG de Ebomaf a remis à la structure en juillet 2015 en guise de souscription au Fonds de solidarité commerciale. Le secrétaire général du syndicat met en cause des articles parus dans certains organes et des écrits postés sur les réseaux sociaux. Face à la presse, il livre ici sa version des faits. Ils ont diffusé sur des réseaux sociaux que le Sinakombe a été corrompu par le groupe Ebomaf. Tout simplement parce que Ebomaf a fait une souscription à la coopérative à hauteur de 100 millions. Et qu'ils prétendent que nous voulons prendre le poste de la Chambre de commerce lui donner. Et le secrétaire général du syndicat, Roch Nagalo, d'insister qu'il n'a jamais été question d'un quelconque compromis entre le PDG de Ebomaf et le Sinakombe. Le PDG Ebomaf a souscrit au Fonds de solidarité commerciale, comme tous les autres coopérateurs. Je ne vois pas pourquoi, en tant que membre de la coopérative, il est coopérateur comme tout le monde. On n'attaque pas les autres personnes qui ont souscrit. On vient, on dit non, que c'est le PDG Ebomaf a acheté notre conscience. C'est insulter tous les commerçants du Burkina et insulter la personne de Ebomaf qui a bien voulu
sous notre demande, apporter aussi son soutien pour le développement. Les organes incriminés ont été interpellés par le syndicat à s'abreuver à la source de l'information afin d'éviter à l'avenir un certain nombre de désagréments. Il n'y aura pas de lenga pour Toulinabou Mouchengi au Burkina Faso. C'est avec ce ton d'humour que l'ambassadeur américain a fait l'annonce de son prochain départ du Burkina. Et c'était hier 4 juillet à l'occasion de la fête de l'indépendance des États-Unis. Les autorités burkinabées présentes à la cérémonie ont profité et traduit leur reconnaissance aux États-Unis pour les multiples soutiens. On voit cela avec Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. Independence Day, ou la fête de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, commémorée ici à l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. 240 ans d'indépendance, un moment de souvenir des luttes pour la liberté et la démocratie et d'hommage aux pères fondateurs de la nation. Notre pays a été fondé par des hommes qui ont commencé avec une idée, à savoir un gouvernement qui répondrait à son peuple. C'était l'idée que les libertés personnelles, comme la liberté de religion et d'expression, étaient sacrées. C'était également l'idée que les institutions gouvernementales seraient toujours plus grandes que les individus. L'ambassadeur Toulinabou Mouchengi a par ailleurs salué la solidité des relations entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso, marquée par la coopération dans plusieurs domaines. Lors des attentats du 15 janvier 2016, nous avons bénéficié de la coopération américaine, puisque y a les forces spéciales américaines qui ont participé aux opérations de libération de l'hôtel Splendide. Au-delà de ça, vous savez, il y a l'USAID qui intervient dans notre pays. Toulinabou Mouchengi est en fin de mission et l'ambassadeur l'a annoncé ce soir avec humour. L'année prochaine, je ne serai plus ici pour prononcer le discours du 4 juillet. Vous l'aurez deviné, je l'entends là-bas, il n'y a pas de lenga pour moi non plus. Independence Day symbolise le jour de la signature de la déclaration unanime des 13 États-Unis d'Amérique, un texte politique par lequel les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord ont fait sécession de la Grande-Bretagne le 4 juillet 1776, jour de la naissance de la nouvelle nation, les États-Unis d'Amérique. En actualité internationale, le Premier ministre israélien a entamé hier une visite de 4 jours en Afrique de l'Est. Première destination, l'Ouganda, où Benjamin Netanyahou a participé à une cérémonie marquant les 40 ans du raïd d'Entebbe. À noter que c'est la première visite dans cette partie du continent africain pour un chef du gouvernement israélien depuis un demi-siècle. Le Premier ministre israélien en visite en Afrique subsaharienne et pour sa première étape, Benjamin Netanyahou était ce lundi en Ouganda. Un déplacement ô combien symbolique à l'aéroport d'Entebbe. C'est là que le 4 juillet 1976, les forces spéciales de l'État hébreu entraient en action pour libérer des otages israéliens. 40 ans plus tard, dans son discours, Benjamin Netanyahou a lié cette prise d'otages de 1976 à la menace terroriste contemporaine. Quand le terrorisme l'emporte quelque part, il se répand ailleurs, a-t-il dit. Quand le terrorisme est défait à un endroit, il est affaibli partout. C'est pour cela qu'Entebbe a été plus qu'une victoire israélienne. Ça a été une victoire pour toute l'humanité dans le combat contre ceux qui menacent notre civilisation. La prise d'otage avait commencé quelques jours plus tôt par le détournement d'un avion entre Tel Aviv et Paris. Les preneurs d'otages, 2 Palestiniens et 2 Allemands, avaient fait poser l'appareil en Ouganda, dirigé à l'époque par Idi Amin Dada. Les forces israéliennes avaient alors monté une opération spéciale pour libérer les otages encore retenus. Opération couronnée de succès, même si le chef du commando israélien allait trouver la mort. Or, il s'agissait du frère aîné de Benjamin Netanyahou. Retour au Burkina Faso où un seul titre fait la une des quotidiens de ce mardi. Il s'agit du sitting des agents des impôts et des domaines. Ces agents réclament à leur hiérarchie la prise en compte de leurs revendications. Et la revue de presse, c'est avec Sibidi Issa Lankwande. Sitting au ministère de l'économie, des finances et du développement, les agents des impôts et des domaines sont passés à l'action. Le sitting est effectif, lit-on dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso. Les agents veulent de meilleures conditions de vie et de travail. C'est pourquoi ils organisent les 4 et 5 juillet de 8h à 12h un arrêt de travail. En jeu,
prévenir toute remise en cause du paiement de la prime de rendement du 4e trimestre 2015. À cela, ajoutent les éditions Le Pays, les travailleurs demandent la relocalisation de leurs services, car en tant que première régie de recettes, ils ne comprennent pas que nombre de leurs services soient inadéquatement logés. À la Direction générale des impôts, l'on dit ne pas comprendre le sens de ce mouvement. Selon Sidoya, l'on se dit même surpris. Interrogé, le directeur général évoque des raisons non fondées sur la tenue de ce sit-in et appelle le syndicat à la raison pour engager des négociations. Le syndicat, pour sa part, menace de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Et cette situation d'interminables revendications des agents publics inspire l'édito du quotidien. De tout temps, écrit le journal, État et syndicats ont toujours joué le jeu de l'opposition. Et à ce jeu, l'État a toujours divisé pour affaiblir les travailleurs, si fait qu'il y a deux types d'agents publics. Ceux qui font plier l'État au moindre coup de semonce et ceux qui passent leur temps à aboyer sans se faire entendre. C'est la foire aux empoignes entre ces différents partenaires avec une inégalité de traitement des revendications des agents publics. À catégories égales, précise le quotidien, les réalités entre fonctionnaires sont bien souvent différentes eu égard à des avantages dont disposent certains et d'autres pas. Pour le journal, il appartient aux travailleurs et à leurs syndicats d'œuvrer à corriger ces injustices. Sinon, l'on assistera toujours à ces revendications tous azimuts, avec le résultat d'une fonction publique à deux vitesses, avec des privilégiés et des laissés pour compte. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable après-midi en compagnie de la RTB.